Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, donc c'est moi qui prends le siège d'Isabelle Maréchal aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que pour vous, le patrimoine, c'est quelque chose qui vous interpelle? C'est un sujet dont on parle souvent, mais ça devient un peu comme galvaudé, patrimoine, non pas le patrimoine financier. Non, mais ici, on parle de patrimoine. Et quand on parle de patrimoine bâti, de culture, de patrimoine universel aussi, de déclarations importantes pour s'assurer que tous les pays continuent d'exister dans leur distinction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu l'idée et on a eu la chance d'avoir une occasion de parler avec Lisa Frula, qui est directrice de l'Institut du tourisme de l'hôtellerie du Québec. Bonjour, Madame Frula. Bonjour Pierre, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je sais à quel point vous êtes occupé et je dois vous dire d'entrée de jeu que dans tout le travail que moi j'ai eu la chance de faire à Ottawa, ça avait toujours été une grande inspiration parce que tant à Québec qu'à Ottawa, vous avez vraiment consacré vos efforts professionnels à la valorisation, à la protection de notre culture. C'est ce que vous faites toujours aujourd'hui à l'Institut de l'hôtellerie du Québec. Oui, bien en effet, parce que qui dit éducation, d'abord, parce qu'on est une maison d'éducation, des trois niveaux, là, professionnel, collégial et universitaire, mais qui dit éducation, qui dit tourisme aussi. Le tourisme est très ancré dans la culture. Donc, sans institutions culturelles, sans festival, sans manifestations culturelles, ben, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Hein. Alors, l'un est dans l'autre, et puis j'ai toujours... Dans le fond, j'ai passé ma vie en culture. Oui. Alors, c'est difficile de s'en détacher. Ben, c'est pour ça que je trouve ça très précieux de pouvoir vous parler. Tout à l'heure, on parlera avec Dino Boumbarou d'Héritage Montréal au niveau du patrimoine bâti. Et je sais que c'est quelque chose qui vous interpelle parce que la culture, ce n'est pas que le cinéma, qu'il soit américain, italien ou français ou indien. C'est aussi le patrimoine immatériel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous vous consacrez actuellement à la valorisation, entre autres, du patrimoine alimentaire au Québec, de la restauration. Comment ça se passe de ce côté-là? Vos inscriptions sont-elles toujours à la hausse? Non, nous, écoutez, l'Institut... Je veux pas, là, ça fait 57 ans. C'est l'institution dans tout le développement, là, en fait, touristique et je dirais de l'accueil. C'est l'institution nationale du Québec. Mm-hmm. Et honnêtement, moi, je m'ébahis à ceux qui, après l'Expo 67, c'est-à-dire, ça a commencé par les chefs qui sont restés et qui avaient la responsabilité des pavillons. Et pavillon de la France, pavillon de la Suisse, puis sont restés au Québec, sachant qu'il manquait une institution comme en Europe, comme les grandes écoles d'Europe, comme Lausanne, comme Ferrandi, et qui manquait ici au Québec une institution de formation globale en accueil. Fait qu'on a commencé par la gastronomie, la sommellerie, ensuite est arrivée la gestion hôtelière, et là, ben, on pousse encore plus loin, là où on s'en va. On a lu même dans les journaux l'importance de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'accueil. L'expérience client. Donc, on a un bac unique, hein, un baccalauréat unique que l'on donne dans cette dans cette discipline-là, entre autres, dans les soft skills de l'accueil touristique. Est-ce que on peut dire que finalement l'essor de la cuisine, on a vu beaucoup de chefs prendre. Oui, on salue Daniel Pinard évidemment, mais dans toute cette foulée-là, il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté l'ITHQ. Il faut se dire, d'abord, s'enorgueillir de cette institution-là et se dire que tout le développement actuel, parce que c'est incroyable, on est parti d'une société steak, blé d'Inde, patate, il y a peut-être, je te dirais, une 50aine d'années, pour en arriver à une société qui est curieuse et avec, évidemment, avec l'arrivée aussi des immigrants et je dirais l'ensemble des cuisines qui se sont influencées les unes et les autres, on est arrivé à être une société qui est honnêtement, gastronomiquement, une des plus curieuses, sinon la plus curieuse au Canada, et la plus ouverte aussi à
essayer différentes choses. Il y a comme un Là, métissage culinaire qui s'est installé. Locaux, hein. Puis oui, la fierté des produits locaux. J'écoutais Des racines et des ailes, spécial Québec. L'autre jour, je revoyais un chef français qui, évidemment, c'est l'amour souvent qui fait que la personne découvre le territoire. Et il s'est mis à utiliser un paquet d'herbes qui arrivaient du Québec. On pense à Colombe-Saint-Pierre. Tous ces gens-là qui valorisent notre patrimoine. Et là, je vous parle du patrimoine parce que je tiens ici à rappeler que, premièrement, c'est pas étonnant que vous soyez dans un institut d'enseignement puisque vous avez fait vos études en pédagogie et que vous avez toujours mis de l'avant la culture, tant à Québec, quand vous étiez ministre du patrimoine ou de la culture, et ministre du patrimoine à Ottawa. Et vous avez fait une chose très importante, ce qui va me mener au sujet suivant. Vous avez contribué, vous avez déposé, donc, la déclaration sur la diversité culturelle que le Québec avait menée de front d'une façon très collégiale avec, si je me souviens bien, c'était Louise Baudouin du côté du Québec. Vous avez déposé ça à l'UNESCO. Comment ça se passe actuellement, la diversité culturelle? Est-ce que tout le monde est un peu menacé par le bulldozer des grands joueurs internationaux à la Netflix? Oui. Quand on a déposé ça, on a fait en sorte que le Canada soit le premier pays à signer l'entente sur la diversité des expressions culturelles. Hein? Alors, c'est le Canada, d'ailleurs, qui avait mené le bal. Ça a commencé avec Sheila Copps. Ensuite, il y a eu aussi, Louise Baudouin. Ensuite, il y a eu Lynn Beauchamp. Alors, il y a eu cette volonté commune. Québec, beaucoup, mais Canada premier, parce que c'est de pays à pays. Québec aussi, pour cette protection des expressions culturelles, de garder notre essence à nous. Mais là, ce qui est bien inquiétant, et c'est l'arrivée des plateformes et de tout ce qui entoure ces plateformes. Et ça, honnêtement, comment on s'y prend, puis ajouter maintenant l'intelligence artificielle, puis comment on s'y prend pour essayer d'encadrer ça, c'est pas facile. Oui, Louise Baudouin a travaillé là, sur un document qu'elle a présenté à Mathieu Lacombe, notre ministre de la Culture québécois, pour pouvoir mettre de l'avant la visibilité de nos produits culturels. Si on regarde la plateforme Crave, par exemple, on le voit. Crave le fait, ça. Crave met en avant des productions qui sont faites ici au Québec et au Canada, mais c'est de mettre en avant puis pour contrer la machine énorme américaine. C'est ça. Mais là, quand je vois Elon Musk qui a acheté X, qui s'apprête peut-être à acheter TikTok, avec l'influence qu'il a maintenant avec M. Trump, c'est pas inquiétant, là, honnêtement, Pierre, c'est presque paniquant. Je partage votre inquiétude, Mme Frula. Puis je dirais même aussi qu'au niveau des traités, les projets de loi qui ont été adoptés à la Chambre des communes, C11 pour qu'on voit notre contenu sur ces grandes plateformes avec 3 niveaux de financement, découvrabilité et diffusion. Mais C11 et C18 sur la rétribution des organes d'information, de journalisme par les plateformes comme Google, et Facebook, on voit bien que, c'est contesté en cours, et 2, malheureusement, on peut craindre que M. Trump va les soutenir devant ça avec une espèce d'arrogance impérialiste. Alors, vous êtes donc... Attends, j'ai pas fini, là. Il faut quand même ajouter aussi, je ne veux pas M. Poliev et son abolition de CBC, qui va avoir une répercussion terrible sur Radio-Canada. Il ne faut pas s'en faire quand il dit non, je touche pas Radio-Canada, CBC. Non, dans les régions et partout, CBC est partenaire de Radio-Canada. Donc, les infrastructures sont partagées par les deux. S'il en ferme un, qu'est-ce qui arrive à l'autre? Non, c'est vraiment inquiétant. Là. Vous avez tout à fait raison. Vous voyez dans mon ton, là, c'est rare là, que je suis je partage avec vous. Je suis un petit peu. C'est évident, puisque beaucoup de gens ont remarqué le silence du caucus conservateur au Québec. Donc, les gens, là, de M. Deltel vraiment là, à M. Paulus, M. Berthold, tous ces gens-là sont silencieux et essaient de se dire, on va se rendre à l'élection, puis après ça, on va essayer de se battre pour le Québec une fois au gouvernement. Ça va être difficile, on peut s'entendre là-dessus. Toujours est-il, donc, pourquoi je tenais à ce qu'on puisse se parler aujourd'hui, c'est que, oui, il y a un enjeu au niveau du patrimoine bâti aussi.
aussi. Donc, je lisais récemment, on a retrouvé la piscine d'Ernest Cormier derrière les palissades. Vraiment, le patrimoine, parfois, c'est au coin de la rue, c'est au coin de Saint-Urbain puis de Milton. Alors, il y a beaucoup d'enjeux relativement à ça. On va parler à Dino Boumbarou tout à l'heure. Mais moi, je me rappelle que vous avez fait votre sortie sur l'Institut des sourdes et muettes. Donc, c'est l'immeuble immense, puis je vais vous laisser nous le décrire, mais qui est au bout de l'avenue des Pins, sur Saint-Denis. Oui. C'est juste à côté, alors c'est notre voisin. C'est juste à côté de l'Institut. Alors, eux aussi, nous, on se met en face du parc. Du parc du Carré Saint-Louis. Carré Saint-Louis. Et alors l'Institut, c'est un immense complexe. Hein? C'est immense. Et c'était les religieuses qui accueillaient les sourdes. Alors que les sourds étaient accueillis sur Jarry. Et donc ça a été transformé. Sur Jarry, ça a été transformé en complexe d'habitation. Mais là, ici, on est sur le plateau. Alors, et avec raison, les résidents du plateau, la communauté des sourdes, le développement économique du plateau aussi, l'arrondissement, là, tout le monde s'est rallié sous l'égide de la SQI parce que ça appartient pas à la ville, hein, ça appartient au gouvernement du Québec. C'était l'ancien édifice de l'Agence de la santé. Donc, la SQI qui a fait un comité nous regroupant tous. Ça s'est fait ici maintenant. La réunion est à l'ITHQ. Et Dino fait partie de ça aussi. Alors, nous regroupant tous pour qu'on protège le patrimoine, mais pour en arriver avec un projet qui, là, est dans le marché en ce sens où on fait un appel à ceux qui sont intéressés. Alors, en arriver avec un projet de mixité totale, mais en respectant aussi le patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, là, c'est la façade. Quand vous êtes sur Saint-Denis, là, vous voyez la belle façade. Et ça fait un T. Et une prolongation en arrière qui est la chapelle. La chapelle, là, c'est magnifique. Avec des bois rares et la chapelle. Alors, puis ensuite, le reste, il va falloir en démolir. On n'a pas le choix. Il va falloir en démolir. Comme il va falloir aussi... Le long de Berry, j'imagine, est moins de valeur? Tout au long de Berry, parce que veut pas... D'abord, c'est moins intéressant, le patrimonialement parlant, mais deuxièmement, c'est que il faut aussi bâtir des condos à la valeur du marché, parce qu'il faut payer aussi pour la vision communautaire. Alors, il faut qu'il y ait une source de revenus en quelque part. Puis ça, je suis très contente parce qu'au début, ça avait été rejeté, mais maintenant, tous les acteurs qui sont autour de la table ont accepté qu'il y ait une partie qui doit évidemment financer l'autre partie. Alors, il va y avoir des logements sociaux, il va y avoir du logement abordable aussi. On parle beaucoup de logement social, mais il y a une question de logement abordable. Bien sûr. Alors, le logement social, la nuance pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on parle avec Lisa Frela, qui est directrice de l'ITHQ, mais qui est très impliquée dans l'immeuble qui était à l'abandon pendant des années à côté de l'Institut de l'hôtellerie du Québec qu'elle dirige. Et quand on parle de logement social, logement abordable, logement social, c'est un logement qui est loué à une personne qui rencontre les critères et on lui louera son loyer à 25% de son revenu mensuel, quel qu'il soit. Alors que le logement abordable, là, ça devient du logement qui est dans une OBNL, un organisme à but non lucratif, puis qui va louer ça au prix du marché avantageux. Mais c'est-à-dire que le logement abordable, c'est souvent 30 à 35% en dessous de la moyenne des logements dans l'environnement donné. Écoutez, c'est la SAGM, bien souvent. Alors, c'est la ville. C'est un organisme, en fait, de la ville qui gère ces logements abordables. Ils ont je pense, 5500 logements là, constitués comme étant des logements abordables. Alors, ça, c'est bon pour les familles aussi. Hein? Puis moi, je me bats aussi pour qu'il y ait des unités pour des étudiants. Alors, donc de la location pour logement étudiant qui, comme on est sur Saint-Denis, peut se convertir en Airbnb quand les étudiants ne sont pas n'habitent pas, tu sais, l'été ou en période. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison.
hors études. Les besoins de logement des étudiants sont bien différents. Souvent, ils n'ont pas besoin d'avoir un salon puis une salle de lavage, puis tu sais, comme ils peuvent avoir des endroits beaucoup plus petits. Et c'est très important puisque, ultimement, les étudiants peuvent se regrouper à plusieurs dans des logements qui, normalement, seraient loués à des familles. Puis comme ils sont deux, trois étudiants, ils peuvent augmenter leurs revenus un peu. Alors, oui, le logement étudiant est une nécessité, ne serait-ce que pour couper la pression sur le parc de logement. C'est ça. Madame Froula, je dois vous féliciter vraiment parce que je sais que vous avez beaucoup d'écoute auprès des gens, vos anciens collègues et tous les gens qui savent tout ce que vous avez fait, puis votre rôle de capitaine à l'ITHQ fait éloge constamment. Alors, je dois vous demander une petite question avant de vous laisser aller parce que je vais aller rejoindre après la pause Dino Boumbarou qui va nous raconter plus de détails sur ce dossier-là. C'est formidable. Oui. Dino est formidable, hein, vous savez. Hein. Voulez-vous rester avec nous d'ailleurs, Madame Froula? Patrimoniale. Voulez-vous rester avec nous pendant la pause puis on parle avec Dino? J'aurais aimé ça. Ben, J'ai une réunion à 9h15 précise. Bon, ben là, vous êtes déjà 2 minutes et demie en retard. Je vous demande juste une petite chose. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens, aux politiciens actuellement, de toutes couleurs, relativement à Trump? Évidemment, je pense à votre famille libérale, mais en général, qu'est-ce que vous croyez que le Canada doit faire? Qu'est-ce que les Canadiens... Oui, parlez quoi? D'une seule voix? Je dois vous dire que Jean Chrétien, encore une fois, on n'a pas toujours été, puis moi aussi, d'accord avec lui sur certaines choses, mais je dois dire que Jean Chrétien, encore une fois, relisez la lettre, là, c'est probablement le meilleur conseil qu'on peut avoir d'un homme de cette envergure et expérience. Puis quand il l'a dit dans sa lettre, à un vieil homme, à un autre, parce que M. Trump se prend pour une petite jeunesse, mais il l'est pas. Alors, à ce moment-là, je trouve que ça porte. Mais son message, c'était... Puis là, il y a là actuellement une réunion fédérale provinciale, là, parler d'une seule voix, puis qu'on arrête mais ce qu'il ne faut pas, c'est pas qu'on arrête, mais qu'il ne faut pas embarquer non plus dans la folie de l'autre. On a Gardez des la choses tête à froide. dire, on a aussi des choses à faire valoir auprès des États et c'est ce qu'il faut faire. Mais d'y aller d'une seule voix. Vous nous faites ça, on est capable de faire ça. Puis quand Trump dit, on n'a pas besoin de votre lait, on n'a pas besoin de, excuse-moi là, mais on est le premier pays partenaire du Texas, par exemple. Donc, État par État, là, c'est peut-être un petit peu différent au niveau de de la réaction et de la conversation. Alors, moi, je peux pas vous dire comment je l'ai eu. Fait que je suis obligée de vous le dire, là. Oui, je comprends. Ben, en tout cas, on regarde tous ceux qui est en train de nommer, tous sont à son image. Alors, il y a une inquiétude à avoir, puis nous autres, il faut se tenir debout. Et c'est tout un défi, en plus, quand on est nationaliste ou quand on est souverainiste. Et je sais à quel point vous avez toujours tout fait pour défendre le Québec, mais ça demeure encore plus complexe sous une perspective où on ne veut pas non plus se lessiver dans une identité canadienne. Alors, c'est complexe. Vous avez des mots très précieux. J'espère que tout le monde vous entend du côté de Ottawa et de Québec. Et je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Il faut qu'on se reparle parce que je sais que vous êtes toujours intéressé par Cuba. Alors, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup, Lisa Frula, qui est directrice de l'Institut de l'hôtellerie du Québec. Bonne journée.